Le Far West est-il un mythe ou une réalité? La route 50 nous emmène sur ses traces. Suite à la découverte d'or en Californie en 1848, orpailleurs, aventuriers et flambeurs se ruent vers l'ouest en direction de San Francisco. Pour traverser le Nevada, ils doivent emprunter un chemin séculaire à travers de hauts plateaux désertiques et des chaînes de montagnes. Par hasard, de l'or et de l'argent sont découverts sur cette route. Des mines s'y construisent alors et donnent naissance à des villes. Un siècle plus tard, c'est Hollywood qui immortalise ce Far West et le fait entrer dans la légende. Le genre du western au cinéma repose largement sur ces paysages. Et le paysage idéal du Far West, c'est à Moab qu'on le trouve. Bonjour Luther! Bonjour, nous sommes jeudi matin et vous écoutez le bric-à-brac. Les vieux westerns font partie intégrante de l'histoire de Moab. Les cinéastes venaient souvent ici faire leur repérage. Le tout premier film tourné ici était Le Convoi des Braves. Ensuite, il y a eu Rio Grande et tant d'autres après ça. Je m'appelle Sharon Williams, j'habite à Moab, dans l'Utah. Vous êtes au motel Apache de Moab. Tu restes sage une minute? Quand les grands acteurs venaient, surtout John Wayne bien sûr, parce qu'il a été le premier, ils logeaient ici, dans la suite John Wayne. C'est une grande suite avec 2 chambres. C'est fou le nombre de gens qui s'arrêtent ici pour dormir dans le lit où a dormi John Wayne. Voici une photo de John Wayne avec notre mère quand il n'avait que 15 ans. Et son cousin aussi. C'est une photo très rare de John Wayne parce qu'il ne porte pas sa perruque. Je crois que mon chien a mangé la nourriture de votre chat. Oh, c'est pas grave. Merci. Tous ces films ont été tournés en grande partie aux alentours de Moab. Et tous ces grands noms du cinéma logeaient ici pendant qu'ils tournaient ces films. On a eu John Ford, le célèbre réalisateur. John Wayne, bien sûr. On a eu Stuart Whitman, Henry Fonda, Ricardo Montalban, Anthony Quinn, Yvonne De Carlo. Je suis venu à Moab un jour en vacances. Et en passant devant ce ranch, j'ai eu le coup de foudre. Je m'appelle Colin Fryer et j'ai la chance de vivre ici au Red Cliffs Lodge à Moab. Par la suite, j'ai appris qu'il faisait partie de l'histoire du western. Ce ranch a servi de décor de film et c'est encore le cas. Dans les années 60, les tournages s'enchaînaient ici. Ça m'a intéressé et je me suis dit que ça intéresserait beaucoup de gens. Alors je me suis mis à rassembler des éléments et plus j'en rassemblais, plus je découvrais de nouvelles choses. Voici le petit musée que j'ai créé autour du Red Cliffs Lodge. Par ici, il y a une pièce que j'aime beaucoup. Vous vous souvenez de la scène dans laquelle Thelma et Louise se jettent de la falaise? En fait, ce n'était pas vraiment Thelma et Louise qui étaient au volant. C'était 2 mannequins, et voici Louise. Coucou. Ce qui attire, c'est le mythe. Et ce mythe s'est constitué grâce au cinéma. Ces films ont véhiculé l'image du cow-boy courageux qui vit en pleine nature et qui fait des trucs de mec. De belles femmes, de beaux paysages, un super boulot, ça fait forcément rêver. On est encore en avance. Bonjour, nous sommes jeudi matin et vous écoutez le bric-à-brac avec Vicky et Pédia. Et c'est parti pour 3 heures de détente en notre compagnie. Rien que pour vous, auditeurs de Moab. C'est une émission spéciale patron et nous recevons un patron qui n'en a pas du tout le look, il faut dire. Je m'appelle Sally Hodges et j'habite à Moab, dans l'Utah. Je suis née à Bristol, en Angleterre. Moi, je suis Hélène Rohr et je suis née à Hambourg, en Allemagne. Je faisais un périple en voiture et je me suis retrouvée à Moab. Je dirais que je suis une marginale, en quelque sorte.
Quand je suis arrivée ici, j'étais complètement fascinée. C'est magnifique. Tu sais ce que ça m'a fait, moi? Pardon, je te coupe. Oui, tu me coupes. En fait, je viens de comprendre. Et tu me coupes dans ma lancée. Je viens de comprendre ce que me fait cette ville. Elle nourrit mon âme. L'esprit d'aventure des vieux westerns existe toujours aujourd'hui à travers les activités qui se développent autour d'ici. La région est devenue un haut lieu du base jump, mais aussi du cross en jeep. Vous écoutez le bric-à-brac avec Vicky? Pédia et le patron, Et c'est tout. les spécialistes de l'anecdote. C'est la fin de la spéciale patron. Qu'est-ce que ça vous fait que Moab soit une ville aussi touristique? Il faut reconnaître qu'on se sent un peu envahi quand une ville passe de 5 000 à 35 000 habitants du jour au lendemain. C'est sûr. Forcément, ça se ressent. Cette ville a été fondée il y a tout juste 100 ans. Quand on y pense, à l'échelle de l'histoire, nous sommes tous un peu des intrus. Le cinéma est présent partout. L'automne dernier, je faisais une balade en bateau et on m'a dit « C'est du haut de cette falaise que se jette la voiture de Thelma et Louise ». Ce que vous voyez en contrebas, c'est le fleuve Colorado. Et incroyable mais vrai, ce promontoire est surnommé le promontoire de Thelma et Louise. C'est ici qu'a été filmée la scène où Thelma et Louise sont dans la voiture. Cette dernière scène mythique à laquelle personne ne s'attend, où l'on voit la voiture s'élancer. Je m'appelle Daniel. On m'appelle aussi Swello. J'habite à Moab. Je passe le plus clair de mon temps dans une grotte. Ce n'est pas un hasard si je vis à Moab. Et même si la ville ne s'est pas arrangée depuis que je m'y suis installé, au moins, ça reste une ville calme. Et hors saison, les habitants de la ville, les gens qui vivent ici toute l'année, ils sont différents. Mais il y a aussi les touristes qui rendent fous les gens du coin. Oui. Franchement, c'est pénible. En l'an 2000, j'ai décidé de vivre sans argent. Je ne gagne plus d'argent et je n'en utilise plus depuis ce jour-là. Je vis de ce que je trouve dans les poubelles, dans la nature et de la générosité des autres. Je vis ma vie de façon expérimentale, en prenant les choses comme elles viennent, en prenant ce qu'on me donne et en donnant ce que je peux donner à d'autres. Mon père était cow-boy. Moi, je n'avais pas vraiment grandi comme ça, mais on a eu un cheval quand j'étais petit. C'est vrai. L'esprit de la conquête de l'Ouest est toujours présent. En passant la frontière entre l'Utah et le Nevada, la route 50 traverse de hauts plateaux désertiques et plusieurs chaînes de montagnes. Il s'agit de la portion la plus désolée de cette route légendaire, très redoutée des premiers aventuriers. Plus récemment, elle est devenue célèbre suite à la publication dans un magazine d'une mise en garde particulièrement claire. C'est le néant total, ne vous y aventurez que si vous maîtrisez les techniques de survie.
Je m'appelle Ed Spear et je vis depuis toujours à Ely, dans le Nevada. Ma famille est installée dans le comté de White Pine depuis 4 générations. Cette route a été surnommée la route la plus désolée des États-Unis par le magazine Life dans les années 80. Ce surnom a marqué les esprits et on a décidé de la baptiser officiellement comme ça. Il y a un gros camion qui arrive. La vache! Il y en a un autre derrière. Depuis la parution de cet article, cette route n'est plus si désolée que ça. Ely est une ville chargée d'histoire. Elle témoigne bien de ce qu'était la vie dans l'Ouest américain il y a 150 ans. Je m'appelle Burt Wywood et j'habite à Ely, dans le Nevada. Je m'appelle Paul Kellogg. Burt et moi, on vit ensemble depuis 30 ans. Cet hôtel existe depuis 1929. À l'époque, c'était l'immeuble le plus haut du Nevada. Quand il se passe quelque chose à Ely, c'est forcément à l'hôtel Nevada. Le Nevada a toujours été l'état de tous les excès. Entre les jeux d'argent, les bordels avec pignon sur rue, les clubs de striptease, les règlements de compte à main armée. Ces armes sont celles d'un règlement de compte qui a eu lieu à l'époque. Si un décorateur mettait les pieds ici, il ferait sûrement une crise cardiaque. Les gens viennent ici à la recherche du passé, et l'hôtel Nevada est un formidable témoignage du passé du Nevada. Bien avant qu'Ely ne devienne une ville et que la route 50 ne soit fréquentée par les voitures, celle-ci était sillonnée par de jeunes cavaliers. Le célèbre Pony Express était à l'époque le service de distribution du courrier le plus rapide des États-Unis. Le Pony Express a eu une très forte influence sur la vie de l'Ouest américain. Pourtant, il a été en service très peu de temps, entre avril 1860 et novembre 1861. Il y a eu de la publicité dans plusieurs journaux afin de recruter des cavaliers pour le Pony Express. Parmi les critères requis, il fallait être bon cavalier, être d'un petit gabarit et savoir dégainer rapidement, et être orphelin de préférence. Une fois qu'on a commencé à poser des lignes électriques dans tout le pays, le Pony Express a perdu sa raison d'être. La ville suivante sur la route 50 a été fondée 3 ans après la fin du Pony Express. « Eureka! J'ai trouvé !» se serait écrié l'orpailleur, ayant découvert ici du minerai d'argent. La ville est alors baptisée ainsi, Eureka. Sa population explose pour atteindre 10 000 habitants. Aujourd'hui, les seuls vestiges de ce soudain essor sont l'ancien opéra et le musée de la presse. C'est ici que pendant plus d'un siècle, le journal Eureka Sentinel est imprimé. Grâce à l'invention du télégraphe, les nouvelles du monde entier y sont relayées. Le journal a été imprimé ici à partir de 1879. Tout ce que vous voyez sur les murs date des années 1880. Tout est d'époque. Il y a une odeur de vieille imprimerie, une odeur d'encre. Andy Rossman, j'habite à Eureka, dans le Nevada. Retailer, j'habite à Eureka, dans le Nevada. Je me suis installée à Eureka en 1996 et je travaille au musée depuis 2002. Moi, je suis nouvelle. Je suis arrivée à Eureka il y a environ 1 an parce que j'ai été nommée directrice de l'opéra. Il a été restauré, il est maintenant ouvert au public et nous proposons une représentation par mois. OK. Non. OK. All right.
Bienvenue à l'opéra. Sur leur chemin, les voyageurs qui parcourent la route 50 découvrent des trésors dont ils ne soupçonnaient pas l'existence. Quand vous voyez un panneau disant « Essence tout droit à 120 km », un bon conseil, suivez-le. L'étape suivante sur la route doit sa naissance au Pony Express. Selon la légende locale, l'un des cavaliers de la ligne aurait trébuché sur une pierre et trouvé de l'argent. Les mines installées à cet endroit donnent ensuite naissance à la ville d'Austin. Mais lorsque les prix de l'argent se mettent à chuter, les habitants désertent la ville. Aujourd'hui, Austin est considérée comme une ville fantôme. T'aurais pu mettre des chaussettes quand même. Pour moi, la ville d'Austin n'a aucun défaut. Elle n'a que des qualités. Et c'est chez moi. Ma famille vit ici depuis 3 générations, 4 en comptant mes enfants. À une époque, il y a eu près de 10 000 habitants. Aujourd'hui, on n'est plus que 280. Mais pour moi, on n'est pas une ville fantôme. On est une ville pleine de vie. Je m'appelle Kip Helming, j'habite à Austin, dans le Nevada. Je m'appelle Jessie Helming et j'habite à Austin, dans le Nevada. Je m'appelle Dee Helming et j'habite à Austin, dans le Nevada. Mon beau-père a commencé à travailler dans cette mine vers 1985. Il a rencontré sa deuxième femme ici, et elle travaille toujours à la mine. Mon neveu a fait son apprentissage ici. Mon frère a travaillé ici, mon fils est venu travailler ici juste après le lycée pendant 1 an. Tous les jours, à midi, on fait du minage pour aider les pelleteuses à creuser. Elles ne peuvent pas creuser la terre telle qu'elle est trop compacte. On se contente de la soulever et de la laisser retomber. À une époque, cette mine détenait le record du monde de la plus grosse pépite d'or jamais trouvée. Elle était grosse comme ça, vraiment énorme. Avant ça, la plus grosse qui avait été trouvée remontait au 19e siècle. Ici, c'est Manhattan, l'une des villes fantômes historiques du Nevada, fondée en 1905. Le nombre d'habitants à Manhattan est tombé à 10 à une époque. En dessous d'un certain seuil de population et d'une certaine activité, on devient une ville fantôme. Mais bon, on s'accroche. Ma mère est allée à l'école à Manhattan à l'époque. Cette bouteille, c'est ma mère qui l'a trouvée. C'est l'une des plus belles qu'elle ait jamais trouvées. Elle me l'a donnée il y a des années de ça, quand j'ai commencé à faire des fouilles et à collectionner les bouteilles. En me la donnant, elle a voulu faire une sorte de transmission familiale. La plupart des bouteilles et des objets dans cette vitrine sont des objets achetés et utilisés à l'époque par les mineurs au 19e siècle. J'en ai trouvé certains dans des décharges, mais surtout dans d'anciens appentis, où les travailleurs allaient aux toilettes. C'est là qu'ils faisaient... Oui, ça a l'air un peu dégoûtant comme ça. Mais aujourd'hui, ce n'est plus que de la terre. Et en fouillant, on retrouve des objets qu'ils ont jetés dans la fosse il y a 150 ans. C'est une chasse au trésor. Certaines bouteilles ont pris une valeur incroyable. Elles peuvent se vendre à 50 000 ou 60 000 $ pièce. Mais j'aime contempler cette histoire. Ça dit des choses sur les gens qui vivaient ici autrefois. On est sur la route 50 à l'est d'Austin. J'étais mécanicien jusqu'au jour où j'en ai eu assez de ce métier.
Je m'appelle Ray Salisbury. J'habite à Austin depuis 1970. Sur mon panneau, vous voyez la liste de tout ce que j'ai. Des antiquités, des vieilleries, du bric-à-brac. C'est ma femme qui a trouvé cette bouteille. Elle doit dater de 1880 environ. Je ne sais pas exactement. Autrefois, les maris cachaient à leurs femmes qu'ils buvaient, et inversement. Alors ils jetaient leurs bouteilles dans les toilettes. Voilà un des plus beaux objets que j'ai trouvé dans des toilettes. Je ne sais pas vraiment ce que c'est, mais je l'avais fait sertir d'or et d'argent pour ma femme. Elle me manque. Mais elle l'aimait beaucoup. La ligne du Pony Express entre le Missouri et San Francisco était jalonnée de 157 relais, dont il ne reste qu'un petit nombre aujourd'hui. La plupart de ces relais étaient de simples haltes et seuls quelques-uns offraient un toit et quelques lits. Alors que les diligences avaient besoin de 2 mois pour distribuer une lettre sur la côte ouest, les cavaliers du Pony Express, eux, ne mettaient que 10 jours. À chaque relais, ils devaient changer de monture en moins de 2 minutes. Chaque cavalier était tenu à une moyenne de 150 km par jour, l'obligeant à galoper près de 20 heures sur 24. Cette silhouette représente un cavalier du Pony Express, comme il en passait par ici entre 1860 et 1861. C'est un hommage personnel. C'est moi qui l'ai créé et qui l'ai fait mettre ici. On est cavalier du Pony Express. On ressuscite cette tradition une fois par an. On est comme des vrais cavaliers du Pony Express. On est les cavaliers du Pony Express. Absolument, on est des vrais cavaliers. Dayton, la plus vieille ville du Nevada, était l'un des derniers relais du Pony Express avant la frontière californienne. Larry McPherson, on est à Dayton, dans le Nevada. Moi, je m'appelle Ron Bell. J'ai grandi en Pennsylvanie et je suis venu m'installer ici il y a seulement 5 ou 6 ans. Cette carte montre toutes les étapes du Pony Express, de Saint-Joseph dans le Missouri à Sacramento, en Californie, et même jusqu'à San Francisco. 3164 kilomètres. Et on continue à faire vivre cette tradition en faisant une reconstitution du trajet en 10 jours. À l'époque, 40 cavaliers faisaient le trajet d'est en ouest. Aujourd'hui, on le fait tous les 2 ans et on a environ 550 cavaliers. J'ai un immense respect pour les cavaliers de l'époque. Je leur ai écrit un poème que j'ai intitulé « Claquement de sabots ». Je vous le lis. Claquement de sabots, attente du courrier sur la ligne du Pony Express. Claquement de sabots, hennissement des chevaux, parfum de sueur dans l'air. Notre tournée fait tourner le pays et nous remplissons notre mission avec fierté. Nous, les cavaliers du Pony Express qui transportons le courrier. Pris pour cible ou en embuscade, poursuivis, nous risquons notre vie. Parfois trempés jusqu'aux os, transis de froid ou soumis à une chaleur torride. La nourriture est chiche et nous ne sommes pas cher payés. Nous, les cavaliers du Pony Express qui transportons le courrier. C'est un mythe qui n'en est pas un. Pas complètement, en tout cas, car il y a une part de vérité. Quand on monte sur un cheval et qu'on met un chapeau, on devient quelqu'un d'autre. Tous ces gens avaient de la dignité, de bonnes manières et le sens de l'honneur. Les mineurs, les cow-boys, tout le monde. C'est un bonheur d'être encore capable de monter. J'ai 80 ans quand même.